Les amis, aujourd'hui, le premier épisode de mes pensées MMA, un nouveau format que je souhaite développer sur la chaîne, un format quasiment 100% podcast. Le cœur de la chaîne, bien sûr, ça restera le Moment MMA, le journal d'actualité, quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. Le concept de mes pensées MMA, c'est que je réagis à chaud à un sujet. Aujourd'hui, le sujet, il est assez simple, hein. C'est l'UFC Seattle, bien sûr. Je viens de le finir, je viens de terminer la carte principale. Je n'ai pas regardé les conférences de presse, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon avis à chaud. Et je commence tout de suite avec Menifield contre Walker. Menifield, vous le savez, il était censé affronter le Français Oumar Sy à l'UFC Londres dans quelques semaines. Malheureusement, Oumar Sy s'est blessé. L'UFC a donc réussi à trouver un combat de dernière minute en quelque sorte contre Walker. Lors de cette soirée, c'était un short notice à 2 ou 3 semaines près, hein, je pense pas dire de bêtises. Menifield s'est imposé à la décision. Je pense qu'il doit sa victoire à sa très bonne défense de takedown, parce que l'objectif de Walker, il était clair, hein, dès le début, il a mis la pression, il est venu coller à la cage, il a essayé d'amener le combat au sol. Menifield ne s'est pas fait avoir, alors forcément, comme il était prêt à affronter le français Oumar Sy, qui est connu pour son grappling, on se doute bien qu'il a travaillé énormément là-dessus. Les phases de clinch, bien sûr, ont été beaucoup sifflées par le public, hein, c'est très souvent le cas, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire. Et ce que j'ai pas compris, c'est que quand Menifield arrivait à se défaire de son adversaire, c'est lui qui retournait collé au corps à corps, alors qu'on aurait pu croire que la solution aurait été debout, en tout cas qu'il aurait fallu aller chercher son adversaire dans le domaine qu'il cherchait à éviter. Maintenant, hein, quand ça se passait debout, on sentait que ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Déjà parce qu'on était chez les moins de 93 kilos. Donc dans la cage, tu es quasiment à 100 kilos. Si tu n'y es pas, si tu n'es pas même un petit peu au-dessus, premier point. Et surtout parce que les gardes étaient basses, les mentons étaient un peu hauts, les crochets étaient un peu larges. Ce n'est pas le combat le plus technique qui nous ait été donné de voir. Mais tout était réuni pour avoir un combat, un chaos plutôt spectaculaire. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. C'était surtout le cas dans le premier round. Dans la deuxième reprise, le cardio était un peu moins là, on sentait qu'il y avait un peu moins d'impact. Par contre, dans le troisième round, c'est revenu. On a notamment Walker qui a bien touché avec des middle kicks. Et j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas insisté. Il est venu toucher au foie 1 ou 2 fois. Ça aurait pu être la clé du combat pour lui. Mais en tout cas, c'est Menifield qui repart avec la décision. Il passe à 16-5-1 en carrière. Il était sur 2 défaites de suite par KO. Donc forcément, c'est une victoire qui lui fait beaucoup de bien. Ensuite, on avait le Brésilien pensionnaire de la Fighting Nerd, Jean Silva, hein. Donc la Fighting Nerd, ça regroupe notamment Caio Borraio en tête de liste. On a aussi Carlos Prates. Jean Silva, il est connu pour ses poings très lourds, une grosse puissance. Là, il a affronté Bagdasaryan, il l'a mis KO au premier round. Et je trouve pourtant que Bagdasaryan nous sortait une belle performance. On avait l'impression que ses déplacements, son in and out un petit peu, son côté assez virevoltant, assez souple sur ses jambes, voilà. Il restait pas à distance de points, il était assez loin, il rentrait pour frapper, il ressortait. On avait l'impression que Silva avait un peu du mal à lire ça. Rapidement, Silva a commencé lui aussi à envoyer. Je me suis dit, attention, si Bagdasaryan ne se fait pas respecter, finalement, tout ce travail de jambes va servir à rien parce que Silva va pas avoir peur de rentrer, ne va pas avoir peur de se faire contrer. Bagdasaryan a fait ce qu'il fallait, il a touché 2 ou 3 fois, il frappait fort. Je me suis dit, attention, on va avoir un beau combat, on va voir si Silva arrive à s'adapter. Bon bah finalement, hein, malgré que Bagdasaryan ait réussi à se faire respecter, malgré ce jeu de jambes, quand Silva a touché en toute fin de round 1, il s'est écroulé. Il y a eu ce petit moment de flottement avec Silva qui regarde l'arbitre, l'air de dire bah qu'est-ce que tu fais, arrête le combat. Finalement, il se jette sur son adversaire, il envoie des coups de coude redescendants en 12-6 au corps. C'était pas du côté du foie en plus, on aurait pu se dire que c'était inutile, mais en réalité, je pense que Silva, il avait senti quelque chose quand il a touché son adversaire, il avait senti qu'il était plus là. Tout de suite, Bagdasaryan s'est mis en boule au sol, il n'a rien proposé, et l'arbitre a arrêté. Encore une grosse performance de Jean Silva. Il y avait quelqu'un en face, il y a quelqu'un qui a essayé en plus. C'est pas un gars qui est venu, qui a fait une erreur, ou qui avait peur, entre guillemets, hein, qui a été sur le reculoir, ou qui a joué le jeu de Silva. Non, c'est quelqu'un qui est venu avec une stratégie, qui avait des déplacements. Ça a demandé à Silva de s'adapter. Une nouvelle victoire pour lui, il passe à 15-2 en carrière, 12 victoires de suite, j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Au vu de son style, je pense qu'il est à 2 victoires d'avoir un adversaire classé dans le top 5. C'est quelque chose, d'après moi, d'extrêmement possible. Ça plaît énormément à l'UFC, ce genre de combattant. J'ai hâte de le voir contre un lutteur, hâte de voir sa défense de takedown, s'il arrive à rester debout. Peut-être qu'au sol, il peut nous sortir de très grosses performances aussi. Contre l'élite, hein, on peut toujours voir ce qui a été fait avant, mais tant que tu n'as pas affronté l'élite, on peut toujours avoir quelques questions, mais en tout cas, Jean Silva, je pense que ce week-end encore, il a gagné de nombreux fans.
On avait ensuite Rob Font qui jouait le rôle du vétéran face à Matsumoto. Je vous rappelle que Rob Font devait affronter Dominic Cruz. Malheureusement, Cruz s'est blessé. Il s'est retiré du combat. On a donc Matsumoto qui a pris sa place. Rob Font l'emporte à la split décision. Il est venu dans son pur style, Rob Font, de la boxe anglaise agressif. Il a mis la marche avant dès le début. Matsumoto a été très intelligent, il était un peu en difficulté, il s'est fait toucher dans les premières secondes du combat, il est tout de suite venu coller son adversaire à la cage, et puis ce que j'ai aimé, hein, c'est que Rob Font, il s'est fait coller à la cage, lui c'est un striker, il se retrouve face à un gars qui prend le rôle du lutteur, qui vient le coller à la cage, et bah quand il a réussi à casser le clinch, il n'a pas fait l'erreur que font beaucoup de strikers, à savoir, attention le clinch c'est dangereux, maintenant je vais faire attention, je vais pas trop me jeter, non, lui il a mis la marche avant, il a mis le lutteur sur le pied arrière, hein, c'est ce qu'on dit souvent qu'il faut faire. En tout cas, il a essayé. Matsumoto, j'ai beaucoup aimé aussi ses enchaînements debout de points qu'il terminait par un low kick. On le dit, quand tu affrontes un gros frappeur, un gars qui a des gros bras, il faut lui casser les fondations pour que son anglaise soit de moins en moins efficace. Et dans le deuxième round, j'avais l'impression que Rob Font commençait à décrocher petit à petit. En plus, Matsumoto, il envoyait 2-3 combinaisons qu'il terminait par un low kick. Et la quatrième combinaison, il terminait par un high kick, un basique du pied-point, mais quelque chose qui marche assez souvent. J'ai cru un moment qu'il allait réussir à faire basculer le combat, mais Rob Font nous sort un troisième round de dingue, une marche avant, une guerre, il va énormément toucher. Matsumoto, il n'a pas à rougir, hein, c'est pas un gros nom de la catégorie, il prend Rob Font, il sort une très belle performance. En plus, il termine sur 10 dernières secondes de folie, à toi, à moi. On adore ça. Rob Font, pardon, il prend sa deuxième victoire consécutive, il passe à 22-8 en carrière. Perdre contre Matsumoto, ça aurait été très dur. Personne quasiment ne connaît Matsumoto. Si tu perds contre lui, c'est pas terrible pour la suite. Maintenant, Rob Font a prouvé qu'il avait un très bon striking, surtout une très bonne boxe, parce qu'il n'envoie pas réellement les jambes en réalité, hein. Il envoie un peu les coudes, il envoie aussi les genoux, mais 99% de ce qu'il fait, c'est de l'anglaise. Il le fait très bien, il a résisté à Matsumoto, je pense que c'est très bon pour son moral. La défaite aurait fait très mal, et il a fait ce qu'il fallait, je pense que ça va énormément plaire à l'UFC. Ensuite, on avait la revanche entre Allen et Hernandez. Hernandez qui l'emporte à la décision. Quel cardio de Hernandez, quelle hyperactivité, hein. Vous avez vu dans le premier round, il passe, on va dire, la moitié du round en position dominante sur Allen. Il va à droite, il va à gauche, il contrôle les chevilles, il contrôle les jambes, les poignets. Il est partout, il tente des choses. Maintenant, Allen a été très intelligent parce qu'à peu près à la moitié du premier round, il retourne la situation. C'est lui qui se retrouve en position dominante et il a fait ce qu'il avait fait face à Imavov, à savoir je viens peser sur toi. C'est pas le même grappling que Hernandez. Hernandez est très offensif, Allen l'est un peu moins. Il prend une position dominante, il te pèse dessus, il essaye de casser ton cardio. Quand tu connais le cardio d'Hernandez, bien sûr qu'essayer de l'épuiser, c'est quelque chose de très intelligent à faire. À 20 secondes de la fin du premier round, j'ai cru qu'Hernandez, il allait taper. Allen lui passe un étranglement arrière, tu vois la tête d'Hernandez, moi j'ai cru que c'était fini, qu'il était à 2 secondes de taper, mais il arrive à se jeter sur le dos et à tourner dans le bon sens. Il s'en sort, il va donc voir le deuxième round. À la fin du premier round, je donnais finalement l'avantage à Allen qui avait fait plus de dégâts au sol, qui était passé pas loin de finir, mais c'était quand même extrêmement serré. Dès le début du deuxième round, Hernandez qui va tout de suite chercher le sol. J'aurais cru qu'il aurait voulu rester debout, peut-être chercher à épuiser un peu Allen dans le domaine. Et puis là, il reste 1 minute 30 au chrono. Hernandez n'a fait que de dominer au sol et Allen se retrouve en position dominante. Je me suis dit, ça y est, on va avoir le même scénario. Allen va venir voler le round dans les dernières minutes. Et non, parce que Hernandez s'est rattrapé, c'est lui qui a fini sur le dessus. Pour moi, on termine le deuxième round, on est à 1 partout. Troisième round va donc être décisif, surtout que Allen va toucher debout assez rapidement dans le round. Malheureusement, il ne va pas suivre. Je ne sais pas si c'est le cardio qui lui a manqué, je ne sais pas s'il a été trop méfiant, s'il a eu peur de se jeter, de se faire contrer et de se retrouver une nouvelle fois sur le dos. En tout cas, il aurait peut-être dû essayer, hein, parce que finalement, il ne s'est pas jeté, mais il s'est quand même retrouvé sur le dos. On a eu un magnifique échange de coups de coude à la fin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ça m'a rappelé les grandes heures de Don Fry. Lui le faisait debout avec les poings, eux l'ont fait au sol avec les coudes. Voilà, Hernandez qui va chercher la victoire. La suite va être très intéressante. On a une catégorie de dingue. Il y a des clients. Peut-être qu'il va devoir un peu épurer son jeu, c'est peut-être ce qui fait sa force, mais on a vu 2-3 fois Allen qui a réussi à le contrer. Parfois même, il n'était pas loin. Quand il va arriver sur des gars avec des meilleurs game plans, des meilleures stratégies, ça va peut-être poser problème. Maintenant, Allen, c'est un des meilleurs sols de la catégorie, un des meilleurs niveaux au sol. Alors quand tu as passé Allen et que tu le bats dans son domaine, c'est aussi quelque chose qui peut être rassurant. En plus, il y a un cardio qui est énorme.
J'ai vraiment hâte de voir la suite pour Hernandez et pour Allen, par contre, j'ai un peu peur. On sait qu'il y a quelques années, il a consulté un psychologue du sport. Là, il perd contre Imavov. Contre Imavov, il s'est cherché des excuses, hein, j'en avais parlé ici. Voilà, le voyage s'était mal passé, un arbitrage maison, des juges maison, etc. C'est jamais bon signe quand tu commences à te trouver des excuses. Là, il perd contre Hernandez. Je sais pas ce qu'il va pouvoir trouver à dire. Et Hernandez a vraiment été meilleur que lui. Je pense pourtant que Allen a quelque chose à faire dans cette catégorie. J'aime son style, ça a l'air d'être un bosseur. Il a des leçons à tirer de ce combat. Il peut revenir plus fort. Maintenant, est-ce qu'il va réussir mentalement? Je l'espère. Mais autant la suite peut être brillante pour Hernandez, autant Allen peut-être peut connaître une descente aux enfers hein, s'il craque mentalement. Je ne lui souhaite pas. S'il a déjà fait la démarche d'aller voir un psy, c'est il va dans le bon sens. Peut-être qu'il va y retourner. Espérons en tout cas que la suite soit bonne pour les deux hommes. Et en tout cas, dans un futur assez proche, c'est forcément Hernandez qui a fait un pas de plus vers le top 5 de la catégorie. Je crois qu'il était 12 ou 11 avant le combat. Allen était 9. Allen était 9, mais voilà, c'est un gros nom de la catégorie. Quand tu le passes, je pense que l'UFC peut te mettre dans des conversations assez intéressantes. Le main event, Henry Cejudo contre Song Yadong. Yadong qui gagne une décision. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, hein, je vais aller voir après ce qui s'est passé un peu en conférence de presse, ce qui a été dit, si Dana White a réagi, etc. Il y a eu un high-poke, hein, pour la faire courte, pour ceux qui n'ont pas vu. Henry Cejudo prend un hippo que troisième round, il prend 5 minutes pour récupérer, il finit le round, et puis en fait entre les deux rounds, il dit au médecin qu'il ne voit plus rien de son œil. Donc l'arbitre dit bah écoute, on lance le quatrième round et j'arrête tout de suite, comme ça on va à la carte des juges. C'est pas une disqualification, c'est pas un arrêt de l'arbitre, c'est la carte des juges. Et à la carte des juges, Yadong avait fait ce qu'il fallait pour s'imposer. Je n'ai pas compris pourquoi Cejudo n'a pas mixé la lutte et son striking. Il a soit striké, soit essayé de lutter. Alors Cejudo, c'est un lutteur olympique qui utilise beaucoup son striking. On pourrait croire qu'un gars de ce niveau-là en lutte ne va faire que lutter. Ça n'est pas le cas, mais je pense qu'il aurait dû amener sa lutte avec les pieds et les poings, avec des enchaînements de striking. Il ne l'a pas fait. Song Yadong a vu venir sa lutte de loin. Il a toujours réussi à la contrer. Debout, Song Yadong a été très bon contreur aussi. Les premières minutes du combat, pour moi, c'est Cejudo qui faisait le boulot. Il avançait, il touchait. Je me suis dit, attention. Finalement, Yadong a réussi à le lire, a réussi à commencer à le contrer. Quand Yadong prenait l'initiative du pied-point, prenait l'initiative de l'attaque, c'est lui, parfois, ça devenait un peu dangereux. Il s'exposait, il se faisait pas mal toucher aussi. J'avais quand même Song Yadong meilleur sur ce combat, en tout cas sur les 3 premiers rounds. Maintenant, ça aurait été intéressant de voir la suite. Yadong, il n'est pas le meilleur dans les 4e et 5e rounds. Cejudo, il a beaucoup d'expérience. Il avait un gros cardio. Maintenant, c'est sûr que l'âge étant là, ça aurait peut-être été différent. J'aurais aimé voir ce qui aurait pu se passer si le combat avait été au sol. Song Yadong, j'aime beaucoup son striking. On parlait de Rob Font tout à l'heure, un bon striker qui a réussi à défendre la lutte. Song Yadong, avec le striking qu'il a, il s'entraîne à la Team Alpha Male, une team qui est connue pour sa lutte, justement. S'il arrive à devenir un des meilleurs dans la défense de lutte, je pense qu'il peut faire très mal dans la catégorie. C'est une catégorie qui est énormément fournie. Tout là-haut, on a Merab Valishvili, Oumar Nurmagomedov qui sont de très bons lutteurs. Notamment, on a aussi Sandagen qui peut faire de belles choses au sol. Donc ça peut être compliqué. Maintenant, Song Yadong, il propose de très belles choses. Il a moins de 30 ans. Il a déjà affronté l'élite de la catégorie. Contre le top, il a souvent perdu, mais il a beaucoup appris de ça. Je pense qu'il peut avoir un bel avenir. Cejudo, je ne sais pas ce que ça va donner. Il perd, c'est vrai, mais tu perds sur un doigt dans l'œil. Est-ce que tu as vraiment envie de te retirer comme ça? Je ne suis pas convaincu. Je disais que c'était dommage qu'il n'avait pas mixé le striking et la lutte, mais peut-être qu'il y avait des blessures, qu'on n'était pas au courant, qu'il n'était pas capable de le faire. C'est donc forcément assez dommage. Et puis voilà, hein, si je devais résumer le combat, des beaux contres de Song Yadong, attention à pas trop s'enflammer. À chaque fois qu'il a été un peu trop en confiance, il s'est fait punir par Cejudo. Il avait le nez qui commençait à saigner à la fin du round, etc. Je sais que certaines personnes vont dire que Cejudo a sûrement pris la facilité en décidant d'arrêter le combat. Moi, je n'y crois pas du tout. Tu n'es pas champion olympique, tu n'es pas champion de l'UFC quand tu choisis la facilité. D'après moi, il était vraiment gêné par son œil. Je n'y crois pas du tout. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qu'on va voir à droite, à gauche. Écoutez, moi, ce que je vais faire, je vous souhaite une bonne soirée. On arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le format. C'est quelque chose qui reviendra sur la chaîne. Je vais aller écouter les conférences de presse, je vais aller voir ce qui s'est fait en prélim. Aussi, on avait Austin Vanderfort, ancien combattant du Bellator qui est devenu le PFL. Il avait eu sa chance à l'époque du Bellator à la ceinture des poids moyens face à Moussassi. Ça s'était mal passé, ensuite ça avait été très compliqué pour lui. Il y avait eu beaucoup de blessures, il y a eu des défaites. Et là, il était parti se refaire la cerise au LFA en poids welter. 2 victoires de suite, si je dis pas de bêtises. Maintenant, il est à l'UFC. Il est connu aussi pour être le mari de Paige Van Zandt. C'est quelqu'un de sérieux, c'est un gros lutteur, c'est un gros physique, un gros cardio. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner à l'UFC. Il n'est pas tout jeune, hein. Je pense qu'il a peut-être 35 ans.
À mon avis, il approche des 35 ans en tout cas. Je vais aller voir ça, je vais aller voir d'autres combats, puis surtout, je vais faire le tour de l'actualité un petit peu pour vous proposer un beau journal demain. Cette semaine, j'étais pas là, hein, je l'avais annoncé. Je vais vous donner les plus grosses actualités, même si vous les avez certainement eues. Et puis en tout cas, on se retrouve demain à 17h. Passez une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié le format. Et on se retrouve demain. Passez un bon dimanche soir. Salut.